Donc là, mon écran, si vous le voyez, je suis déjà sur l'application e-inventaire. Hein. Donc c'est une application Internet à laquelle vous accédez, vous le savez, par cette URL-là, là, e-inventaire.fr. Si vous avez déjà un compte de créer, bah, c'est très bien. Sinon, vous pourrez vous en créer un hein, sur la page d'accueil. Bon, moi, je suis déjà connecté. Donc voilà, et là je suis sur la page d'accueil connecté au logiciel e-inventaire. Donc aujourd'hui, on va juste vous montrer une trace directe de ce qu'il faut faire pour démarrer avec le logiciel, c'est-à-dire si je reviens au plan qu'on a prévu, au programme qu'on a prévu pour ce webinaire, voilà, on va vous parler bon, de quelques généralités sur le logiciel. Et ensuite, voilà, les éléments importants qu'il faut créer et gérer pour commencer à travailler avec le logiciel. Donc, des fournisseurs pour pouvoir créer des lots d'achat, des familles d'articles pour pouvoir gérer votre catalogue d'articles, et enfin, les achats qui permettent de créer des articles dans votre stock. Donc le logiciel utilise tout un vocabulaire. Alors peut-être vous, dans vos métiers, ou vous utilisez d'autres vocabulaires. Bon, il va falloir s'habituer si vous utilisez e-inventaire à ce vocabulaire-là. Par exemple, nous, on parle d'articles et non pas de produits ou d'œuvres ou de, vous voyez, selon les métiers. Il y a beaucoup de métiers différents qui utilisent notre logiciel, depuis les antiquaires jusqu'aux vendeurs de voitures d'occasion ou de livres d'occasion. Enfin, tous les gens qui gèrent de l'occasion et qui doivent gérer un livre de police, en gros, utilisent notre logiciel. Donc voilà, le vocabulaire peut différer d'un métier à l'autre, mais il faut se plier au nôtre quand on utilise e-inventaire. Donc on parle d'articles. Euh, voilà, donc ça c'est la chose importante. Le logiciel en lui-même, si je reviens sur la page d'accueil, a, comme tous les logiciels, hein, un menu général en haut. Donc aujourd'hui, nous allons regarder uniquement la partie, les options qui sont accessibles à travers l'option de menu Mon inventaire. Et puis on va regarder mes fournisseurs, mes familles d'articles, et puis un petit peu les lots d'achat et les articles, qui sont le cœur du système, c'est quand même les articles. Voilà. Sur les généralités, quoi vous dire d'autre bah, peut-être que non, je pense que ça suffira. Il suffit de vous connaître. Quand vous créez un compte gratuit et que vous connectez, vous allez arriver avec une base de données complètement vide, c'est-à-dire aucun fournisseur, aucun client, aucune famille d'articles. Tout ça, ça sera vide et ça sera à vous de commencer à l'alimenter. Euh, bon, les autres options de menu, il y aura peut-être d'autres webinaires, ou de toute manière, tout ce que je ne, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire, mais tout ce qui ne va pas être dit pendant ce webinaire, dans l'aide en ligne, ici, je vais vous montrer, elle est quand même très importante, et vous pouvez aussi suivre l'aide en ligne comme un livre de référence pour comprendre comment fonctionne le logiciel, ou venir y rechercher une information plus particulière sur les rapports, ou sur les points de vente physiques, ou sur le livre de police, etc. etc. Donc on ne saurait trop vous recommander que d'aller souvent sur l'aide en ligne. Et puis là-dedans, vous pouvez rechercher les mots-clés qui vous intéressent pour essayer de mieux comprendre le logiciel. Voilà. Donc, si je reviens sur notre programme, tiens, d'ailleurs, je vais l'ouvrir dans un onglet pour ne pas avoir chaque fois. Voilà, il est là. Si je reviens sur notre programme, je vais m'arrêter là pour ce qui concerne les généralités, pour en venir maintenant vraiment à la gestion des articles dans le logiciel. Donc, les articles, comment sont-ils rentrés en stock dans le logiciel? Ils sont rentrés à travers l'achat de lots d'articles. Donc, le logiciel est calqué sur le processus de salle de vente. Et en salle des ventes, on achète des lots, des manettes ou ce genre de choses. Donc là, c'est pareil, c'est un vocabulaire qu'il faut apprendre. Nous, on parle de lots d'achat. Un lot pouvant contenir, en gros, un lot correspond à un bordereau d'achat dans une salle de vente, par exemple. Voilà.
un lot peut contenir de 1 à 999 articles. Donc, pour les gens qui achètent, par exemple, qui gèrent des galeries d'art qui vont gérer chaque fois une œuvre par une œuvre, ben, ils créent chaque fois un lot. Ils sont obligés de suivre le même processus, de passer par des lots dans lesquels ben, ils n'auront qu'un seul article. Hein. C'est très fréquent et ça pose aucun problème. Donc, ces lots d'achat sont à acquérir auprès de fournisseurs, d'où cette gestion des fournisseurs sur laquelle je vais m'appesantir un petit peu. Et ensuite, quand on va décrire la composition du lot qu'on est en train d'acheter, chaque article va être associé à une famille d'articles. Alors, il faut voir les familles d'articles un petit peu comme les grandes catégories de votre catalogue. Je ne sais pas, par exemple, pour ceux qui gèrent un site internet de vente ou ce genre de choses, ou même un catalogue papier, ben, bien naturellement, vos articles sont répartis par groupe, par famille. Alors ça encore, ça va dépendre de votre métier. Typiquement, nous, dans notre démonstration, vous voyez, j'utilise un compte utilisateur qui est associé à une société fictive de démo qu'on a appelée e-inventaire démo, mais qu'on a imaginé comme étant, on peut se l'imaginer comme étant un vendeur de bijoux anciens. Donc, les familles d'articles, je vais d'ailleurs commencer par ça, les familles d'articles qui vont être associées aux articles, si je vous les montre, donc c'est ce qui structure le catalogue de cette société-là. Voilà, ça va être des bijoux, soit en acier, soit en argent, bronze, etc. Donc là, on a décidé, mais alors ça c'est une décision, un parti pris, c'est au moment où vous imaginez comment est structuré votre catalogue que vous créez vos familles d'articles. Typiquement, nous, on a des dépôts-ventes dont les familles d'articles, ça va plutôt être informatique, hi-fi, DVD, etc. Un antiquaire de meubles, ça pourrait être partie de meubles, les salles à manger, les tableaux, les tapis, ce genre de choses. Bon, après, c'est à vous d'imaginer comment votre catalogue doit être structuré. Donc, sachant qu'une fois que vous allez créer des articles en stock, il faudra absolument les associer à une et une seule famille, hein, à choisir parmi celles que vous aurez créées ici dans votre gestion des familles d'articles. Donc, je vais utiliser cette rubrique gestion des familles d'articles. Je vous rappelle, je suis passé par là pour arriver sur cet écran. Donc, tous les écrans vont être formatés de la même manière. Donc, je vais m'appesantir un petit peu, mais le temps que je vais passer à expliquer l'écran ici va être réutilisable pour tous les autres écrans, pour toutes les autres rubriques. Donc ici, vous voyez que vous avez dans la partie supérieure 3 puces qui vont vous permettre ici soit de faire des recherches pour filtrer un petit peu votre liste d'articles. Ici, c'est ce qui va vous permettre de rajouter un enregistrement dans votre liste de toutes les familles d'articles. Et ça, c'est pour faire des exports CSV, mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc ici, en dessous, vous avez le nombre de résultats dans cette liste. Ici, j'ai 15 familles d'articles. Donc, ça veut dire que j'ai 15 familles dans mon catalogue à l'origine. Si j'ouvre mes... si je recherche le fournisseur qui contient l'AS, voilà. Voilà, j'ai fait ici une recherche de tous les fournisseurs qui contiennent dans le nom, donc ici on a 4 filtres possibles, et ici dans le nom contient la chaîne de caractères LAS. Et donc il m'en a trouvé 2, un qui s'appelle classe et l'autre qui s'appelle classe Félix. Donc dans tous les écrans ça va être la même chose. Quand vous cliquez sur la loupe ici, vous ouvrez une fenêtre qui contient des filtres de recherche et il y en a plus ou moins selon la rubrique sur laquelle on est. Bon, là, il y en a très peu, il y en a 4, mais vous verrez que sur article, il y en a énormément. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez ajouter, alors vous pouvez effacer tous les filtres pour réafficher toute la liste des fournisseurs. Donc ici, j'en ai 81 qui sont, vous voyez, paginés
C'est-à-dire que là, j'ai 2 pages de chacune 50. Bon, la première fait 50, du coup. 50 fournisseurs sur la première page. Vous voyez, si je descends, là, je suis en train de scroller avec la souris. Hein, je descends, voilà. Et si je remonte et que je vais sur la deuxième page, voilà. Comme il y en avait 80 au total, ben sur la deuxième page, je ne devrais en avoir que 31. Voilà. Vous pouvez ici changer le nombre de résultats affichés par page. Bon, bref, ça c'est du assez classique. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc pour ajouter un nouveau fournisseur, ben ici, il y a le gros plus. On clique sur plus, saisir un nouveau fournisseur. Et là, vous avez ce qu'on nous on appelle une fiche fournisseur qui contient un certain nombre de champs d'informations à saisir et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Vous voyez que ici l'ID ou ce qu'on appelle la référence ou l'ID là, c'est un champ qui est grisé, c'est pas à vous de le saisir, c'est le logiciel qui va le générer automatiquement au moment où vous allez l'enregistrer. Donc parmi tous ces champs d'information, le seul qui est requis, obligatoire, c'est le nom de ce champ-là, le nom. Tous les autres champs sont facultatifs à la saisie, mais ça ne veut pas dire que c'est facultatif pour vous. Je m'explique. Selon votre corps, votre métier, votre activité, les législations qui vous concernent sont différentes. Et donc, c'est à vous de savoir dans votre métier quels sont les champs d'information que vous devez absolument saisir quand vous achetez un article à quelqu'un. Typiquement, quand vous achetez une œuvre d'art, un tableau à un particulier, vous devez le saisir dans votre livre de police et vous devez recueillir en principe pour ce particulier-là des informations liées à sa carte d'identité, donc son nom, son prénom. Et voyez, si c'est un particulier, ici dans ce champ-là, vous pouvez mettre les informations liées à la pièce d'identité de la personne en question. Ou si c'est un professionnel, vous pouvez saisir son numéro de TVA intra, ou voilà, son SIRET. Bon, bref, toutes les informations qui sont requises par la législation qui vous concerne, ou même des informations que vous souhaitez conserver comme des numéros de télé. Vous pouvez aussi utiliser donc le logiciel ensuite comme pas exactement comme un CRM, mais comme un logiciel pour gérer vos clients et vos fournisseurs, hein, avec voilà, le nom de la personne, le contact, son téléphone, son fax, etc. Bon, donc vous saisissez votre fiche et ensuite vous cliquez sur enregistrer. Bon, là, je ne vais pas en saisir un nouveau. Et il va venir se rajouter ici, et ça ferait 82. Donc si j'ouvre comment on appelle, un fournisseur déjà existant, vous voyez, je clique, alors excusez-moi, je suis allé un peu vite, je vais revenir en arrière, je clique sur annuler, je reviens sur la liste de tous les fournisseurs, et vous voyez, pour ouvrir une fiche fournisseur existante, donc pour l'ouvrir, soit pour la consulter, soit pour venir y modifier une information, il suffit que je clique ici sur sa référence, sur son ID. Par exemple, le Aliquet. Ah oui, alors je ne vous ai pas dit, le compte de démo qu'on utilise ici, c'est du grand n'importe, ce sont des enregistrements qui ont été générés aléatoirement, donc ça contient n'importe quoi, hein, bien entendu. Donc ici, si je clique sur la référence 2180, qui est la référence du fournisseur Aliquet, je vais ouvrir sa fiche. Là, je passe du monde liste au monde fiche. Et vous voyez donc ici, c'est une fiche remplie avec le nom et puis un certain nombre de champs d'information saisis, comme l'adresse. Donc là, en l'occurrence, il s'agirait d'un professionnel avec un numéro de TVA intra, etc., etc. Bien. Vous voyez qu'ici, il y a un onglet médias pour tous les objets, alors que ce soit les clients, les fournisseurs, les lots ou les articles, vous allez pouvoir associer des médias. Ce qu'on entend par médias, c'est des images, des documents ou des vidéos. Vous voyez, c'est ici, vous pouvez associer une image, des vidéos ou des documents. Ici, on en a. Alors, si vous faites ajouter un média, typiquement, vous faites parcours. Par exemple, je vais associer une nouvelle image.
je vais dans Images, je fais Ouvrir, voilà, et je fais Enregistrer, hein, tout bêtement. Et donc là, l'image qui était sur votre PC a été téléchargée sur notre serveur. Et maintenant, vous voyez qu'on a deux images associées au même fournisseur. Bon, pour les fournisseurs, ça n'a pas vraiment d'intérêt, sauf si vous voulez garder une photo de la personne ou une photo de la devanture de la boutique, si le fournisseur c'est une boutique. Bon, bref, c'est à vous de voir, hein. Mais je vous ai montré ce fonctionnement des médias parce que ça, vous allez le retrouver pour tous les objets, que ce soit les fournisseurs, les clients, les lots ou les articles. Avec ces boutons ajouter au média ou téléchargement multiple sur lequel je vais passer maintenant parce que je n'ai pas le temps. Donc les fournisseurs, à quoi ils servent? Je vais commencer par les fournisseurs et les familles d'articles. Alors les fournisseurs, ils servent parce qu'au moment où on va créer un lot, il va falloir dire de quel fournisseur on l'acquiert, à qui on l'achète. Et pour ça, vous allez devoir choisir dans une liste déroulante un fournisseur parmi tous les fournisseurs que vous aurez créés ici, en l'occurrence parmi mes 81 fournisseurs ici. Ok. Donc les familles d'articles, alors les fournisseurs vont être associés à un lot d'articles et les familles d'articles, comme son nom l'indique, chaque article doit être associé à une famille d'articles, hein. Mais sinon, c'est le même principe, les filtres et ajouter une famille d'articles. Hop, je clique sur le plus. Vous voyez exactement le même principe que pour les fournisseurs, sauf que là, on a beaucoup moins de champs d'information. On n'en a que même que deux, très exactement. Et encore celui-là, je vais passer parce que ça concerne que la déclaration 2093 et ça fera l'objet d'autres démonstrations certainement. Ou des questions à la fin si vous avez des questions sur la 2093. Alors, on va venir maintenant bon, puisque j'y suis, je sais plus dans le programme si c'était maintenant que je devais en parler, mais je vais parler des fiches clients parce que ça ressemble beaucoup aux fiches fournisseurs. Voilà, si je vais dans la rubrique Mes clients, vous voyez, ça ressemble exactement, sauf que là, on parle bien des clients, hein, avec pareil, moteur de recherche, la possibilité d'ajouter un nouveau client, bon, et puis CSV comme de partout, mais voilà. Même structuration, vous voyez ici j'ai 134 clients qui sont structurés en 50 résultats par page et donc j'ai 3 pages. Et vous voyez, donc là j'ai bien la liste et sur ce client-là, si je l'ouvre sa fiche la fiche client pour cet article-là, vous voyez qu'on retrouve la structuration avec un onglet média. Pour ce client, je peux associer de la même manière que tout à l'heure plusieurs médias. Là, en l'occurrence, il n'y en a qu'un. On retrouve la même manière de fonctionner, ajouter un média ou téléchargement multiple. Et si je reviens sur les champs d'information associés à un client, ils sont légèrement différents de ceux associés à un fournisseur parce que au niveau du livre de police, ce sont les fournisseurs qui sont importants, hein, puisque dans un livre de police, on doit noter les informations liées au fournisseur, à celui à qui vous avez acheté vos articles. Donc c'est pour ça qu'il y a plus d'informations à saisir au niveau du fournisseur. Mais on retrouve quand même des informations structurantes pour les clients. Alors les clients, comment sont utilisés les clients dans le logiciel? C'est au moment où vous allez faire une vente d'articles. À ce moment-là, les ventes d'articles, ça se fait à des clients. Quand vous vendez des articles, vous les vendez à un client qui va être pris dans la liste déroulante, là en l'occurrence, parmi mes 134 clients existants dans mon inventaire. Voilà. Donc les objets de base, donc qu'il faut commencer à alimenter avant même de commencer à saisir des articles, ce sont les fournisseurs et les familles d'articles qu'il faut bien avoir structurés pour représenter votre catalogue. Et les clients, il faut les avoir saisis avant de commencer à faire des ventes. Mais vous pouvez très bien saisir vos achats et puis faire vos ventes beaucoup plus tard. Donc, on va en venir au premier cœur du système ici, qui est mes achats et prises en confié. C'est par cette option de menu, c'est dans cette rubrique
que vous allez pouvoir commencer à alimenter votre stock et donc à mettre des articles à travers des lots d'achat, mettre des articles dans votre stock. Donc je clique dessus. Voilà, vous voyez qu'on retrouve toujours la même structuration avec des petites pastilles. Ici, le nombre de résultats de la liste qui est affiché en dessous et ma pagination, c'est-à-dire ici j'ai 7 pages de résultats puisque j'ai 330, vous voyez, donc il me faut 7 pages pour afficher 330 résultats avec, à raison de 50 résultats par page. Ici, vous avez, comme tout à l'heure, donc j'ai tous mes lots d'achat. Je vais tout de suite créer un nouveau lot pour que vous voyez comment ça fonctionne. Pour créer un nouveau lot, c'est-à-dire, imaginons je suis en salle des ventes, j'achète un lot, une petite boîte dans laquelle il y a un certain nombre de petits bijoux. Donc, pour saisir de nouveaux lots, je vais sur le plus. Pour l'instant, je vais laisser tomber ce bouton. Je vais faire un nouveau lot en cours de saisie. Voilà. Donc là, on arrive sur un onglet, sur une fiche de saisie de lot. Donc sur le premier onglet ici, je vais mettre les éléments d'information liés au lot. Donc, vous voyez ici, à quel fournisseur j'achète ce lot. Et là, dans la liste déroulante que j'ai ouverte ici en cliquant dessus, on retrouve tous les fournisseurs que j'avais créés ici en alimentant ma rubrique fournisseur. Donc, je vais en prendre un au hasard. Hein, donc, par défaut, c'est sur occasion parce que le logiciel a été conçu pour ça, même si par la suite, on a rajouté la gestion du neuf. Et la différence se situe surtout dans la gestion dans le calcul de TVA. La date d'achat du lot qui part donc ici je vais mettre je sais pas moi le 10 le 11 juin 2020 et je vais y mettre un prix d'achat. Par exemple, j'ai acheté mon bordereau d'achat, je sais pas, il est de 250 € et je l'ai réglé à l'étude par chèque. Je peux faire enregistrer. Donc là, ces informations-là sont sauvegardées. Ça, ce sont les informations qui vont être communes à tous les articles de mon lot. Imaginons que dedans, j'ai plusieurs articles dans ce petit lot. Je vais dans Saisie manuelle d'articles, donc dans le deuxième onglet. Et là, je vais devoir venir saisir article par article, comme on ferait dans un livre de police de manière manuscrite. Tous les articles d'occasion donc qui composent mon petit lot que je viens d'acheter. On va imaginer que dedans il y avait 2 articles hein, pour aller plus vite. Je vais mettre, on va dire qu'il y avait une bague, je sais pas moi, bague 19e, voilà. Numéro de série, ça c'est un champ qui n'est pas obligatoire, mais selon les métiers, ça peut être obligatoire. Par exemple, si c'est une montre de marque ou pour certains articles électroniques, le numéro de série est obligatoire. C'est à vous de savoir si ça l'est ou pas. Pour les bijoux, il n'y en a pas. Vous voyez ici, donc ensuite, le champ famille. Ici, dans la liste déroulante, eh ben, je vais retrouver la structuration de mon catalogue que j'avais organisé en créant mes familles d'articles ici dans la rubrique mes familles d'articles. Donc on va dire que c'était une bague or jaune 18 carats. Le champ poids qui n'est pas obligatoire selon les métiers, hein, pour des livres typiquement on s'en fout, mais pour des bijoux en or c'est obligatoire, hein, on va dire qu'elle fait 2,5 g ou 3 grammes. Voilà. Le prix d'achat. Alors, là, tout à l'heure, au niveau du lot, j'avais saisi le prix d'achat du lot. Et je vous ai dit, c'est le lot, il contient 2 articles. Donc, mes 250 € d'achat pour le lot, je vais devoir les dispatcher sur mes 2 articles. Donc, on va dire que cette bague ici,
sur les 250, c'était le beau truc. Je considère qu'elle vaut 349 à l'achat. Voilà. Ici, le champ prix étiquette, c'est si vous gérez une boutique ou même si vous voulez générer des étiquettes à code barre, ce genre de choses, vous avez la possibilité d'ores et déjà d'indiquer un prix étiquette. Vous pourrez venir le modifier plus tard, hein, mais en gros, ça correspond au prix auquel vous souhaiteriez le vendre. Je ne sais pas, on va dire que je souhaiterais la vendre 750 euros. Et quel est le taux de TVA qui s'applique? A priori, ça va être le taux normal à 20%. Bon, il y a d'autres taux, par exemple, des taux réduits si c'est des produits de culture, ou ça peut être exonéré si c'est de l'or qu'on destine à la fonte. Enfin bref, il y a, a priori, je pense que ça serait, en principe, c'est taux normal hein, pour tout le monde. Et là, je vais laisser, je vais mettre 348 euros. Et je vais laisser, il y a une seule bague dans ce lot, il n'y avait qu'une seule bague de ce niveau-là, et je vais donc faire ajouter. Je confirme. Et ici, vous voyez, dans le troisième onglet, pour l'instant, j'ai donc un article pour l'instant, mon lot est composé d'un seul article, qui est la bague 19e que je viens de saisir, en or 18 carats, qui pèse 3 grammes et que je considère que je l'ai acheté les 348. 348, je vous rappelle, le lot, moi, je l'ai acheté 250. C'est pour ça, ici, qu'il y a écrit qu'il me manque encore 2 euros. Oula, de la même manière, on retrouve les 2 euros. Il manque encore à dispatcher 2 euros sur mon lot d'achat. Donc, je vais revenir sur ma saisie manuelle d'articles et chaque fois, ici, je vais utiliser cet onglet-là pour venir alimenter la liste, ici, qui compose qui décrit, qui liste tous les articles qui composent mon lot. Une petite remarque, quand je suis dans cette fenêtre-là, il n'y a pour l'instant encore, si je sors, si mon ordinateur s'éteint, s'il y a le feu et que je dois partir ou quoi que ce soit, pour l'instant, cette bague 19e en or 18 carats ici, elle n'est pas encore réellement en stock. Elle est pour l'instant dans un espace temporaire, dans un brouillard, dans une zone temporaire de saisie. Et tout ça ne va basculer dans votre stock réel que quand vous allez ici cliquer sur le bouton sauvegarder le lot en achat ou en confier, mais je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On va parler pour l'instant que des achats de l'eau. Hein. Donc, pour l'instant, si je ferme mon appli parce que c'est le soir et que je dois partir ou qu'il y a un accident ou quoi, quand je vais, d'ailleurs, je vais vous le montrer, je vais changer d'onglet. Tiens, je vais revenir sur mon compte utilisateur. Voilà, je suis complètement sorti de la saisie du lot sur laquelle j'étais, de la saisie en cours. Et maintenant, regardez, je vais revenir sur la même rubrique, les achats et prises en confié. Je vais revenir sur ma pastille saisie de nouveau lot et en cliquant sur ce bouton, je vais réouvrir le lot sur lequel que j'étais en train de saisir. Vous voyez, donc les informations liées à la date d'achat et au fournisseur ont été sauvegardées et les articles que j'avais saisis jusqu'à présent sont toujours là, ma bague 19e. Bien. Et je vous rappelle qu'il me manque toujours 2 euros à dispatcher. Et on va dire que dans le petit lot que j'avais acheté à Drouot, là, en plus de cette belle bague qui me plaisait, il y avait 2 porte-clés, publicitaires, je ne sais pas moi, Perrier, voilà. Pas de numéro de série. Je vais dire qu'eux, ils sont bêtement en acier, ou même en fer, si j'ai. Non, j'aurais pu créer. Bon, on va dire qu'ils sont en acier. Le poids, on s'en fout. Et on va dire que chacun, je les considère comme étant un prix d'euro de 1 euro. On ne peut pas avoir un prix d'achat de 0. Donc je vais mettre. Je considère que je les ai achetés chacun 1 euro et que je compte les vendre 2 euros. Tiens, voilà.
à un taux de TVA normal, et on va dire cette fois que j'en ai 2 de ces porte-clés. Et quand je vais cliquer ici sur le bouton ajouter, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Dans ma liste des articles déjà saisis, eh ben, du coup, ça va passer à 3. Vous allez voir, ajouter, je confirme. Donc maintenant, j'ai bien 3 articles dans mon lot en cours de saisie. Et vous voyez ici, je suis bien arrivé à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à dispatcher. J'ai bien les 250 € que j'avais payé mon lot ont bien été dispatchés sur mes 3 articles, 248 pour la bague et puis 1 euro pour un premier porte-clés et encore 1 euro pour le deuxième porte-clés. Vous voyez qu'ici, il m'a bien rajouté 2 lignes et c'est là où la grosse différence de ce logiciel avec les logiciels de gestion de stock de neuf, comme chez ceux qui vendent du vêtement ou ce genre de choses, quoi, où en gros on gère des quantités, on a une référence article avec une quantité associée, et quand vous vendez un de ces articles, vous décrémentez, vous diminuez la quantité. Là, il ne s'agit pas du tout de ça. Si on a 2 articles qui sont pratiquement identiques, ils sont de toute manière considérés comme complètement différents et ils vont vivre leur vie de manière indépendante. Vous allez pouvoir les vendre chacun d'un côté, bien entendu, complètement indépendamment les uns des autres. Et en tout cas, il n'y a pas de... le champ quantité que j'ai utilisé au moment de la saisie, ici, là, qui était juste un artifice pour m'aider à aller plus vite, pour ne pas avoir à ressaisir plusieurs fois les mêmes libellés, ce même genre d'informations. Mais après, derrière, ça va générer, si j'avais mis ici 100, si j'avais mis une quantité de 100, ici, j'aurais bien eu 100 lignes avec exactement le même libellé, la même famille, le même poids, etc. Hein. Donc ça, c'est à utiliser. C'est une petite aide à la saisie pour faciliter les petits articles qui n'ont pas vraiment d'importance au niveau de la valorisation du stock. Bien entendu, la quantité reste à 1 quand il s'agit de belles œuvres ou de bœufs. Hein, voilà. Bref. Donc le champ libellé, je vous en ai pas parlé, mais ça va dépendre encore une fois de votre métier, mais dans le livre de police, dans la loi, dans la législation, il est conseillé, il est même requis que le descriptif de vos articles soit aussi précis que possible. Donc là, juste bac 19e, ça suffirait pas. Par exemple, je vais venir modifier ici bac 19e. Enfin, vous voyez, il faudrait peut-être un petit peu plus précis euh, pour rajouter autant d'informations qu'on peut, parce que c'est ça qui va apparaître sur le livre de police, et c'est sur ça que vont se baser les douanes comment dire, les cellules d'investigation de recherche d'œuvres d'art pour venir, pour tracer et remonter à savoir de quel bijou, quand on recherche un bijou en particulier. Bref. Voilà. Donc ici, donc j'ai bien les informations liées, donc je répète, le fournisseur, la date d'achat, principalement le fournisseur et la date d'achat, qui sont liés au lot, sont les mêmes pour les 3 articles ici, bien entendu, puisque je les ai achetés sur le même bordereau d'achat. Et donc ici, je vais cliquer enfin. Alors ici, vous pouvez rajouter, il y a des gens qui achètent des grosses manettes de 250 articles. Alors c'est vrai que c'est long à saisir. Hein. Alors il y a un trade-off. Alors c'est de toute manière, si vous devez gérer un livre de police, ça va être long à rédiger de manière manuscrite sur votre livre de police. Hein. Donc de toute manière, si vous gérez de gros lots avec beaucoup d'articles, la partie administrative de votre métier va être longue. Vous devez soit écrire beaucoup dans le livre de police, soit saisir dans un logiciel. Bon, sachant qu'après, par contre, une fois que c'est saisi, vous allez voir, mais toutes les recherches et tout ce qu'on peut faire de manière informatique, toutes ces tâches-là sont beaucoup plus rapides et efficaces que si vous devez rechercher un article sur... nous, on a des gens, on connaît des gens, voilà, hein, dans les antiquaires qui ont 20 livres de police qui sont en activité depuis des années et des années. Alors, aller retrouver là-dedans une bague que vous avez ou un meuble que vous avez en stock, ça peut être très compliqué. Hein. Bref. Donc, j'en reviens au fil de mon processus ici. Si je clique sur sauvegarder le lot en achat,
le logiciel nous demande une confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir sauvegarder le lot avec ces 3 articles dans mon inventaire? Donc je vous répète, parce que jusqu'à ce stade-là, mes 3 articles en question n'étaient pas encore dans mon stock, dans mon inventaire. Donc si j'avais fait une recherche par exemple sur bac 19e, je ne l'aurais pas retrouvé, hein, les bacs que je viens de saisir. Ici, par contre, quand je vais cliquer sur enregistrer, ce qui va se passer, c'est que le logiciel va générer une référence unique pour ce lot et pour chacun des 3 articles, une référence unique également pour chacun des 3 articles composant le lot. Donc je vais le faire, enregistrer. Voilà. Donc vous voyez ici la référence 59 06 007 a été générée. Ça, c'est la référence du lot. Bon, les 2 premiers chiffres ici servent à référencer une année, en l'occurrence l'année 2020. Le 06, c'est le mois de juin, et le 007 indique le 7e lot acheté pendant le mois de juin de l'année 2020. Donc voilà, ça se lit comme ça, une référence de lot. 7e article, acheté pendant le mois de juin de l'année 2020. Pourquoi 59 représente l'année 2020? Pour vous, ça pourrait être, ça se configure client par client, ça, mais bon, peu importe, on y reviendra. Et ici, si je peux tout de suite afficher la fiche de livre de police, parce que certaines personnes préfèrent imprimer ces fiches et en faire en gros un classeur. Comme ça, elles peuvent se balader avec et toujours avoir avec elles un livre de police. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas d'un livre de police au sens ancien, c'est-à-dire un livre dans lequel toutes les feuilles sont attachées entre elles, qui a été visé par le commissariat du coin, tamponné, etc., où toutes les pages sont numérotées. Hein. Ici, les pages, si vous l'imprimez, ben, ça va être sur des pages volantes que vous pouvez mettre dans un classeur. Vous voyez ici, vous cliquez sur imprimer la fiche de livre de police, mais puisque tout est géré informatiquement, la législation nous permet de gérer informatiquement les livres de police à condition de respecter un certain nombre de contraintes au niveau informatique que notre logiciel respecte. Bon, l'esprit en gros des contraintes qu'il faut respecter, l'esprit de la loi, c'est que rien ne doit pouvoir, une fois que des articles ont été saisis, ils sont en stock, dans votre stock, rien ne doit pouvoir être modifié sans que ce soit tracé. Or, vous allez le voir, je vais vous le montrer, c'est exactement ce qui se passe une fois que voilà, ces 3 articles que vous voyez là, ma bague 19e et mes 2 porte-clés, sont maintenant dans mon stock. Avec chacun, vous voyez une référence article cette fois. Et alors, bon, parenthèse, comment est gérée la référence article? Comment est générée la référence article? Ben, vous voyez que elle est composée avec la référence du lot. Là, elle débute avec la référence du lot que je vous ai expliqué tout à l'heure, 59 06 007, et suivi d'un numéro chronologique dans le lot. Donc ça veut dire, quand je lis cette référence article très facilement, si je pars de la droite, je sais que ça, c'est le premier article saisi pour le 7e lot que j'ai acheté au mois de juin de l'année 2020. Voilà. Donc ça, c'est le 2e article du même lot, le 3e article du même lot. Bref. Donc ici, vous voyez, ces 3 articles-là maintenant sont en stock. Et pour venir y modifier les champs importants, si vous venez modifier une erreur de saisie ou ce genre de choses, typiquement, ça va être tracé. Et donc, toute modification va pouvoir être retrouvée et suivie par les autorités si un jour vous subissez un contrôle des autorités françaises. Donc voilà, je vous ai montré rapidement comment créer un nouveau lot et on en vient enfin à la gestion des articles parce que c'est quand même le nerf de la guerre. C'est votre stock, c'est dans cette rubrique-là que vous allez retrouver tout votre stock présent et passé. Pourquoi passé? Parce que c'est l'intérêt d'avoir une gestion informatique de votre stock. Voyez ici, typiquement, ben voilà, je vais y venir tout de suite. Chaque article a un statut pour indiquer quel est son statut donc vis-à-vis de votre stock.
soit il est en stock, soit il est vendu. Vendu, ça veut dire qu'il n'est plus chez vous, mais qu'il est passé par chez vous. Donc, c'est pour ça que je disais que cette rubrique liste tous les articles qui sont chez vous et qui sont passés par chez vous, parce que vous pouvez conserver dans votre base de données, dans votre stock informatique, tous les articles que vous avez achetés un jour et que vous avez revendus en conservant toutes les informations de vente. On va faire une vente pour vous montrer. Mais déjà, la gestion des articles, toujours même structuration de page, hein, avec les petites bulles. Bon, là, il y en a une en plus dont on reviendra. On fera un webinaire spécialement peut-être sur ça. Là, c'est pour l'aide au calcul de TVA. Mais sinon, on retrouve les mêmes puces de moteurs. Alors, les moteurs de recherche, vous voyez ici, le moteur de recherche sur les articles, il est quand même énorme. Il contient 6, comment on dit, 6 tabulations, là, 6 tabulations et chacune contient plusieurs filtres. Donc au total, il y a bien une quarantaine de filtres ici, là, pour faire des recherches très fines et très rapides de tous les articles. On va en faire une pour vous montrer. On retrouve la pagination. Alors, la seule différence, le truc qu'il y a en plus, c'est que, voilà, il y a ça en plus par rapport aux autres rubriques. Ici, c'est pour gérer, ces boutons-là sont utiles à gérer la sélection. Qu'est-ce que la sélection? C'est ce qu'on va utiliser pour pouvoir agir sur les articles. Je vais vous montrer ça dans un instant. Il ne me reste plus que ça à montrer. Alors d'abord, rapidement, une petite recherche pour vous montrer comment on fait une petite... Imaginons que je veuille retrouver... Alors maintenant, que je veuille retrouver maintenant les articles, par exemple ma bague 19e que je viens de saisir. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Chacun de nos clients utilise les filtres, prend ses petites habitudes et met en place son propre processus d'utilisation du logiciel. Mais moi, je sais, on peut utiliser par exemple le libellé. Je sais que c'était une bague que je recherche. Vous voyez, donc si je fais bague chercher, bon, 73 résultats. Donc ça veut dire que j'ai 73 bagues dans mon stock. Ou qui, bon, alors je sais qu'elle est en stock, elle n'est pas encore vendue typiquement, hein, donc je peux chercher les bagues qui sont encore dans le statut en stock. Bon, je vais aller plus vite, je vais aller très rapidement. Je sais par exemple que c'est une bague que j'ai achetée, donc je vais sur les critères d'achat, au mois de, on est quoi là? Au mois de juin. Donc je sais que je l'ai achetée au mois de juin, mais je ne sais plus exactement la date précise, donc je vais chercher une bague en stock achetée entre le 1er juin et le 30 juin 2020. Je fais chercher. Deux. Ah oui, il y en a une que j'ai, vous voyez. Il y a celle que je viens de saisir aujourd'hui, là, à l'instant, pendant la démo que je vous ai montrée. Et puis, il y en avait une autre. Mais bon, globalement, je l'ai retrouvée très rapidement. Elle est là, celle que je l'ai achetée, et on va dire que je la vends tout de suite, hein, pour vous montrer. Donc, cette bague-là, on va dire que non, on va vendre qu'un seul objet pour commencer. Bon, petit récapitulatif ici, donc vous avez les filtres qui sont actifs, c'est qui vous explique pourquoi je n'ai que deux résultats, hein. Je n'ai deux résultats qui sont listés ici parce que j'ai 4 filtres actifs, hein. Je répète que ici, je ne liste que les bagues qui sont en stock et que j'ai achetées entre le 1er juin et le 30 juin. Bien. Mon idée, c'est de vendre cette bague parce que je l'ai vendue à quelqu'un, à un client. Donc. Ah oui, alors je ne vous ai pas montré. Avant de vendre, je vais vous montrer vite fait là, une fiche. Ah oui, je voulais vous montrer ça avant, pardon, excusez-moi. Une fiche article. Donc je clique sur la référence de l'article et là, vous voyez que la fiche fournisseur tout à l'heure était très simple. La fiche client est très simple. Bon, la fiche article est déjà beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus puissante. Il y a 7 onglets, 7 onglets. Donc, vous voyez les champs qui sont de couleur orangée ici. Ça indique les champs que si vous les modifiez, c'est ce qu'il y a écrit dans la bulle d'info, mais bon, je vous l'explique. Imaginons que je veuille modifier le libellé. Ça, c'est interdit. Enfin, c'est interdit.
Ça fait partie des champs d'information qui doivent être tracés si on les modifie. Ça, c'est dans la législation du livre de police. Donc, si par exemple, je modifie son libellé pour venir ajouter une marque ici, c'est une bague 19e, où on va mettre état neuf, non, état correct, par exemple. Et je vais faire enregistrer, je confirme. Donc là, le logiciel vous indique bien que les corrections ont été tracées. Ah mince, je me suis trompé, j'ai mis Coe, mais c'est pas grave. Et regardez, si je vais dans l'onglet trace, maintenant, vous voyez ici, on a bien, et ça, c'est pas modifiable. Vous pouvez plus, ça, c'est en base de données, vous ne pouvez plus jamais le changer. C'est pour ça que le logiciel est conforme. Et on indique bien que aujourd'hui, le 30 juin, ça, c'est le login que j'ai utilisé, c'est le login de mon compte. Hein, ça indique qui a fait la modif. Et quelle était la modif qui est tracée? Ben, c'est qu'on a changé le libellé. Avant la modif, c'était ça, le libellé. Et maintenant, c'est ça. Donc, tout est tracé. Hein. Donc, enfin, tous les champs qui sont marqués en orange. Donc, si vous changez la famille, le poids, le numéro de série, le prix d'achat, etc., etc. Bon, il y a tout un tas d'onglets. Certains sont vides. Par exemple, typiquement, l'onglet qui concerne les informations de vente. Étant donné que l'article n'est pas encore vendu, ben, bien entendu, tout est grisé. Rien n'est rempli. Mais le but de cette démo-là, et je finirai là-dessus, c'est de venir vendre cette bague. Donc pour l'instant, vous voyez, elle est toujours en stock. La bague, le statut est en stock. Le champ ici est non modifiable. Là, vous ne vous en rendez pas compte, mais je clique dessus et je ne peux rien faire. Hein. Bien. Comment s'y prend-on, par exemple, pour vendre une bague, cette bague-là? Je vais revenir à ma gestion des articles. Alors, vous voyez, je vais revenir à la gestion des articles. Imaginons que j'ai fermé l'ordi, je suis parti. Le lendemain, je reviens. Mes filtres sont toujours, ont été conservés, sont toujours actifs. Hein. Ça, c'est intéressant parce que comme ça, si je passe d'une rubrique à l'autre dans le logiciel, je ne perds pas le fil de ce que j'étais en train de faire. Hein, en particulier, donc je retrouve hyper rapidement ma bague que je veux vendre. Bon, pour vendre, il faut mettre dans le panier, dans la sélection. Je vois que j'ai déjà un article ici en sélection. Je ne sais pas lequel, il n'est pas affiché et on s'en fout. Je vais vider, ma première chose à faire, vider la sélection. Il y a un bouton pour ça qui s'appelle remise à zéro de la sélection. Je clique et la sélection est passée à zéro. C'est parfait. Maintenant, puisque je veux vendre cette bague-là, je vous le rappelle, ouais, je vais passer sur, bon, ici, je clique là-dessus. Je sélectionne la bague que je veux mettre dans ma sélection et alors, il y a tout un tas de boutons, vous pourrez apprendre à les utiliser par vous-même. Ils sont assez... ils s'expliquent d'eux-mêmes, mais bon, je vais utiliser celui-là. Là. Valider la sélection d'articles de cette page. Ça, qu'est-ce qu'il fait ce bouton? Eh ben, sur la page sur laquelle je suis, tous les éléments cochés vont être mis dans la sélection et tous les éléments décochés vont être sortis de la sélection. Donc là, en l'occurrence, quand je vais cliquer là-dessus, ma sélection va passer à 1 et j'aurai cet article-là dedans. Je vais le faire, je clique. Voilà, ma sélection est passée à 1. Alors d'ailleurs, si vous voulez, à un moment donné, vous pouvez mettre... Alors vous pouvez... imaginons que j'ai vendu aussi... je vais vous le faire, tiens. On va dire que j'ai vendu deux choses à mon client. Donc je vais très rapidement... il me reste 5 minutes. J'efface tous mes critères de recherche. Ce que je fais là avec les critères de filtre et de recherche n'a aucun effet sur la sélection. Vous voyez, j'ai toujours un article, j'ai toujours ma bague dans la sélection. Hein. Au début, les gens sont perturbés par ça. La gestion de la sélection est indépendante de ce que j'affiche dans la liste ici grâce à mes filtres de recherche. Et je vais rajouter, on s'en fout, on va dire que j'ai vendu également ça là, voilà. Ah non, il est déjà vendu. Je vais rechercher des articles qui sont en stock. Non, statut en stock, chercher. Donc imaginons que je recherche exactement l'autre article. Si vous avez le code barre, c'est hyper rapide. Hein, vous pouvez scanner le code barre. Bon, bref, on va dire que j'ai en plus vendu ce bibelot là, vous voyez. Je le sélectionne également et je vais valider cette sélection. Donc là, maintenant, ma sélection va passer à 2 parce que l'article était déjà en sélection, il reste, et je vais venir y rajouter celui-là.
Donc, je vais passer à 2. D'ailleurs, avant de lancer quoi que ce soit, vous pouvez venir vérifier quels sont les articles maintenant qui sont dans ma sélection. Parce que là, au bout d'un moment, vous voyez, si je fais effacer tous les filtres, je sais que j'ai 2 articles en sélection, mais je ne les vois pas. J'en vois un là et l'autre, je ne sais pas où il est quelque part parmi mes 916. Hein, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez voir uniquement votre sélection, dans les filtres, il y en a un qui s'appelle articles sélectionnés. Donc ici, je vais rechercher tous mes articles sélectionnés. Et vous voyez, je retrouve mes 2 articles qui sont dans mon panier, dans ma sélection. Et on va dire que c'est ça ma facture de vente. On va dire que ces 2 articles, je viens de les vendre aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez des articles en sélection, dans la liste déroulante ici, vous choisissez l'une des actions groupées. Les actions groupées ici, ça sert à lancer une action sur tous les articles qui sont dans la sélection, justement. Donc, par défaut, on est sur l'action numéro 5 qui est vendre, parce que c'est celle qui est la plus utilisée. Je vais rester là-dessus. Je ne vais pas vous parler des autres aujourd'hui, et je vais faire lancer l'action groupée. Donc, ici s'ouvre un formulaire qui vous permet de remplir les informations liées à la vente. Ici, vous devez choisir le client. La liste déroulante qui s'ouvre, liste quoi? Tous les clients que j'ai saisis en amont grâce ici à ma rubrique Mes clients. Donc, on va dire que je l'ai vendu à Vivamus, que je l'ai vendu le 30 juin et qui m'a réglé en carte bancaire. Et vous voyez que donc là, vous retrouvez les 2 articles qui étaient dans ma sélection, que je suis en train de vendre. Et ici, donc vous voyez que par défaut, le prix de vente s'initialise avec le prix étiquette dont je vous avais parlé. Je vais rappeler, j'avais mis 750 €, c'était le prix auquel je souhaitais vendre ma bague. Mais imaginons que le client est marchandé et qu'à la dernière minute, j'ai accepté de la vendre à 700. Je peux venir modifier ici le prix de vente final et que lui, bon voilà, on va dire. Donc le bibelot, je l'ai vendu que 50 € et ma bague, je l'ai vendue finalement 700 €. Et donc, vous voyez, le montant total de ma vente va être de 750 €. Je confirme. Voilà. L'action groupée a été dadadi, dadada. Je reviens à ma gestion des articles. Et maintenant, vous voyez mes 2 articles là, qui tout à l'heure étaient avec le statut en stock, maintenant sont avec le statut vendu. Et si je viens réouvrir ma fiche de ma bague, tout à l'heure, je vous avais montré que l'onglet vente était complètement vide. Et ici, bien entendu, on retrouve les informations que je viens de saisir liées à la vente, avec le numéro de facture, toutes les informations qui sont elles-mêmes de couleur orangée. C'est-à-dire que si je viens modifier quoi que ce soit là-dedans et que j'enregistre, ça va venir générer une trace supplémentaire ici. Je suis arrivé, je crois. Alors, il y a plein de choses que je ne vous ai pas dites, bien entendu. Si je reviens sur ma gestion des articles, il y a les tickets de caisse, ça fera l'objet d'une autre. Ici, je ne vous ai pas dit que les colonnes qui sont affichées ici sur la gestion des articles, il peut y en avoir beaucoup et selon la largeur de votre écran, ça peut dépasser. Donc ça, vous pouvez configurer pour réduire le nombre de colonnes. Ici, les petites flèches servent à trier. Mais bon, j'ai pas le temps, je pense, d'aller plus en détail. Bruno, t'en penses quoi? Je m'arrête là. J'ai fait 1 heure là. Et Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Oui, effectivement, ça fait 1 heure. Peut-être que concernant le livre de police, peut-être un complément sur comment Alors, y accéder rapidement, Alors, etc. le livre de police, vous pouvez, comme je vous le disais, il y a plusieurs manières de. Alors, le livre de police, déjà, vous pouvez, puisque votre logiciel vos articles sont gérés de manière informatisée, si vous avez un accès informatique, vous pouvez montrer. Nous, on a des clients qui se sont fait contrôler et qui ont donné un accès au logiciel et ils peuvent tout contrôler depuis le logiciel. Bon, si vous tenez à avoir un livre de police papier, alors, plusieurs possibilités. Au moment, je vous l'ai montré, au moment où vous saisissez un lot d'achat,
et que vous l'enregistrez, que vous le basculez dans votre stock de manière définitive, là, le logiciel vous permet, vous propose d'afficher directement la fiche du livre de police et de l'imprimer donc directement pour venir la mettre dans un classeur. Ou bien alors, vous avez la possibilité, si vous ne le faites pas à ce moment-là, ou si vous l'avez perdu et que vous voulez la réimprimer ou je ne sais pas quoi, vous pouvez venir ici dans la... alors, deuxième possibilité, vous pouvez venir ici sur la gestion de vos lots d'achat, de vos bordereaux d'achat si vous préférez. Vous pouvez retrouver le bordereau qui vous intéresse. Voilà. Donc ici, là, comme tout à l'heure, il y a des critères. Je vais revenir sur... je vais retrouver tous les... tous les lots que j'ai achetés entre le 1er juin et le 30 juin. Donc là, je cherche des lots et pas des articles. Au début, c'est un petit peu... ah oui, il y en a eu beaucoup. Bon, il y en a eu 7. Celui que j'ai de ce matin, là, que j'ai fait avec vous, c'est celui-là. Je peux l'ouvrir. Ou même, d'ailleurs, j'aurais pu le faire depuis la liste, me semble-t-il, je ne me souviens plus. Et ici, vous voyez, vous avez un bouton pour... Si je clique dessus, ça, encore une fois, ça rouvre exactement la même fiche de livre de police que tout à l'heure, que vous pouvez imprimer pour mettre dans un classeur. Alors pourquoi est-ce, vous voyez, dans la fiche de livre de police, on retrouve toutes les informations qu'en principe vous devez saisir manuellement dans un livre de police papier, hein, c'est-à-dire date d'achat, prix d'achat, le nom du fournisseur, la manière dont ça a été, les informations liées au fournisseur, la manière dont ça a été réglé, et puis ensuite tous les articles avec le descriptif précis, la famille, patati patata. Hein. Bon. Et puis ici, on trace, on met en plus vous voyez, on rajoute les modifications qui ont été tracées liées aux articles. Donc, tout ça est tout à fait correct. Donc, deuxième possibilité. Premièrement, au moment où vous saisissez le lot. Deuxièmement, en revenant sur un lot, vous pouvez réimprimer la fiche en passant ici par la recherche des lots, en trouvant le lot et en imprimant sa fiche. Troisième possibilité, ici, je vais dans les rapports livres de police. Et là, vous pouvez l'intérêt, c'est que vous pouvez rechercher, par exemple, tous les lots, compris entre le 1er juin. Par exemple, si vous faites ça en fin de mois, vous voulez imprimer toutes vos fiches de police à la fin de chaque mois, donc à la fin en début juillet, je vais rechercher tous les lots que j'ai achetés pendant le mois de juin. Je fais rechercher. Et il y en avait 2, je crois me souvenir. Voilà, donc là, il les enchaîne. Vous voyez, j'ai le lot référence TAC et le lot référence TAC. Ah non, il y en a plus que 2. Ah oui, il y en a plusieurs. Ah bah oui, j'en étais au 7, je suis bête. 5, 6, 7, voilà. Donc là, il y a 7 lots que j'ai achetés pendant le mois de juin. Et si ici, je clique sur le bouton, ça va m'enchaîner, ça va imprimer les 7 fiches correspondant aux 7 lots. Si en plus sur votre PC, alors moi, ce n'est pas mon cas là, parce que j'utilise Firefox, mais si sur votre PC, vous avez parmi vos imprimantes une imprimante PDF, ou alors si vous utilisez Chrome, parce que Chrome vous le propose par défaut, le navigateur Chrome, au lieu d'imprimer sur une imprimante normale, vous choisissez ici votre imprimante PDF et vous faites enregistrer. Et du coup, au lieu de l'imprimer, ça va même vous créer un fichier PDF que vous pouvez conserver sur une clé et vous balader avec pour l'avoir en permanence avec vous tous vos livres de police sur une clé USB, par exemple. Voilà. Je pense que sur le livre de police. Alors après, si vous avez. Bon, après, on rentre dans d'autres considérations, mais si vous avez un contrôle. Non, mais ça, c'est. Si vous avez un contrôle des douanes et qu'ils ont des observations, donc ils vous contrôlent, ils contrôlent votre livre de police, et s'ils ont des observations à faire, les observations que d'habitude ils écrivaient de manière manuscrite sur vos livres de police, ici ils peuvent venir les saisir. Vous pourrez leur dire d'ailleurs, ils peuvent venir les saisir parce qu'ils ne sont pas trop tous habitués.
Dans votre gestion de compte utilisateur, ici, vous voyez, vous avez un onglet réservé au gouvernement et ici, ils peuvent ajouter un compte rendu. Voilà. Et donc ici, ils mettent tout ce qu'ils veulent. Et s'ils font valider, il faut faire attention parce que ici, pour le valider, il faut de toute manière qu'il y ait une adresse mail